Monsieur le sous-préfet, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le président de l'agglomération Roissy-Pays de France, maire d'Arnouville, Mesdames et Messieurs les maires, donc le maire de Garges, la maire de Villers-le-Bel, la maire d'Écouen, le maire de Louvres, le maire de Bonneuil en France, chers collègues, Monsieur le directeur adjoint de l'hôpital, Mesdames et Messieurs les membres des instances participatives de la ville, le Conseil des sages, le Conseil municipal des jeunes, les conseils de quartier, le Conseil local de la vie associative, le Conseil du jumelage, Mesdames et Messieurs et chers amis, en mon nom personnel et au nom des élus du Conseil municipal, je vous remercie de votre présence et je vous présente pour chacune et chacun d'entre vous nos meilleurs vœux pour 2025. Nous vous accueillons ici à nouveau dans cette salle Jacques Brel qui bénéficiera de travaux de réhabilitation nécessaires à partir d'octobre prochain. Je salue les représentants des corps constitués, les nombreux acteurs du monde économique, les acteurs tout aussi nombreux de la vie associative de notre territoire. Je veux commencer par vous dire que Gonesse est solidaire avec Mayotte. Le prochain conseil municipal aura à se prononcer sur une aide à l'île de Mayotte, à ce département de la République. Au-delà du drame que subissent les Mahorais, je ne peux qu'être interpellé comme beaucoup d'entre vous par la grande misère de ce département français, pas toujours aussi bien considéré que d'autres par la République. Ce que peu d'entre nous savent, en revanche, c'est que en 2014-2015, un document stratégique, il y a donc 10 ans et plus, intitulé « Mayotte 2025, une ambition pour la République » avait été préparé pour bâtir un avenir commun d'ici 10 ans, autrement dit, d'ici aujourd'hui. Sa mise en œuvre ne semble pas avoir eu beaucoup de résultats, de même que le plan pour l'avenir de Mayotte qui avait été élaboré dans l'urgence lors de la crise sociale du début 2018 sur cette île, comme l'a montré d'ailleurs un rapport de la Cour des comptes de juin 2022. Manifestement, il faudra plus que l'aide d'urgence indispensable, bien évidemment, que la loi d'urgence envisagée et même que la fermeté migratoire, je cite l'expression revendiquée par le gouvernement, pour reconstruire Mayotte et pour construire un réel développement économique, social et humain de l'île. Nos collectivités territoriales devront aussi participer, en fonction de leurs possibilités, à un effort solidaire sur la durée. Je salue l'arrivée du maire de Sarcelles, conseiller départemental. Je remercie bien sûr ceux, pour cette soirée, celles qui ont assuré la participation et la réalisation de cette manifestation des vœux municipaux. Les collaborateurs proches de mon cabinet, la direction de la communication et de l'événementiel, les équipes techniques, les services fêtes et cérémonies et tous nos prestataires, évidemment. Je veux avant tout remercier vivement mon équipe pour le travail accompli en 2024, alors que nous nous engageons désormais dans la dernière ligne droite d'un mandat municipal qui n'a pu commencer réellement que dans la deuxième moitié de l'année 2020 en raison de la pandémie de Covid. Je leur demanderai de me rejoindre à la fin de cette intervention.
De la même manière, je tiens à saluer l'ensemble des agents municipaux pour l'accomplissement de leur mission sous l'autorité de la Direction générale des services. La mairie n'est-elle pas finalement le premier service public le plus proche des habitants? L'état civil, la petite enfance, l'éducation, l'accueil pré- et post-scolaire, la restauration scolaire et périscolaire, la solidarité pour les plus démunis comme pour les plus âgés, la jeunesse, les activités culturelles, sportives, les maisons des habitants, mais encore la sécurité, l'urbanisme, la propreté, la voirie, les espaces verts et les travaux. Il est de bon ton pour certains de critiquer les services publics, accusés de creuser les déficits publics. Nos agents assurent au quotidien le service public local de proximité indispensable dont nous pouvons être fiers. Je veux saluer maintenant, et je leur demande de venir me rejoindre très amicalement, la délégation de notre ville jumelle, Léonessa. C'est une tradition au vœu du maire, donc qu'il s'approche, et sous vos applaudissements, j'accueille Anna Maria Medici, Antonio Zelli et Federico Pasqualucci, tous conseillers municipaux de Leonessa, représentant le maire Gianluca Ginzi, réélu avec son équipe au printemps dernier pour un deuxième mandat. Nous nous en sommes félicités et je laisse la parole à Antonio qui va vous adresser quelques mots, comme c'est la tradition. Merci. Allora, buonasera a tutti e a tutti, buon anno a tutti e a tutti e grazie ancora per l'invito. Alors, bonsoir à tous, bonne année à tout le monde et merci de l'invitation. Ci teniamo in maniera particolare a portare i saluti del sindaco Gianluca Gizzi e a fare un ennesimo ringraziamento in maniera particolare nella figura del sindaco Jean-Pierre Blasy, dell'assessore Patrice Richard et di tutto l'arco dell'amministrazione comunale. Je tiens particulièrement à vous faire part des vœux de notre maire, Gianluca Gizzi, et je salue très chaleureusement Jean-Pierre Blasy, maire de Gonesse, ainsi que l'élu au jumelage Patrice Richard et l'ensemble des élus municipaux. La nostra presenza quest'anno qui a Gonesse è ancora più importante forse per noi, perché per altri 5 anni garantiamo di andare avanti, che continui questa nostra lunga storia, giunti oramai al 44esimo anno di gemellaggio. Pour nous, c'est une occasion très heureuse de venir à Gonesse, surtout dans le cadre du jumelage, puisque nous fêtons cette année la 44e année du jumelage. Iniziano a esserci dei progetti veramente importanti, abbiamo avuto successo nel rilancio del gemellaggio, abbiamo avuto successo e avremo successo ancora con i nuovi progetti che ci aspettano. Probabilmente ne parlerà il sindaco dopo, quindi non mi dilungo, ma avremo progetti con le scuole, con i ragazzi della scuola e con la popolazione stessa. Notamment, nous avons bien avancé dans le cadre du jumelage, dans les activités du jumelage, dans les liens pour renforcer les deux villes entre Leonessa et Gonesse. Et j'espère que nous aurons beaucoup de succès dans les projets à venir. Je ne vais pas trop en dire parce que sans doute le maire Jean-Pierre Blasy reviendra sur ces sujets. Donc, en tout cas, je me félicite de ce jumelage qui avance. È stata vincente l'investimento preso ormai 5 anni fa sui giovani, il rilancio spetta a loro nelle giovani generazioni per proseguire questo lungo percorso. Et notamment, je tiens à encourager les jeunes générations car c'est à elles qu'incombe la charge de faire vivre ce jumelage entre les deux villes. Non mi voglio dilungare, so che le tematiche
da trattare, che tratterà il sindaco, sono molte e saranno lunghe, quindi ci teniamo in maniera particolare ancora a ringraziarvi, saremo qui questa serata, grazie ancora a tutti et buon anno. Je tiens encore à vous remercier tous. Nous aurons beaucoup de thèmes à aborder ce soir, mais je suis très heureux d'être là et encore une fois, bonne année. Nous allons cette année, dans le cadre du jumelage, créer une semaine italienne à Gonesse et il y aura une semaine française à Leonessa, à laquelle j'espère qu'on pourra faire venir le consul de France que nous avons rencontré la dernière fois à Rome. Et le comité participatif du jumelage de Gonesse, qui a été récemment mis en place, est la cheville ouvrière de cette manifestation qui se tiendra du 19 au 24 mai prochain pour ce qui est de la semaine italienne ici. L'année 2024 est désormais derrière nous. Je ne sais pas si on pourra parler pour Gonesse d'un millésime 2024 comme le président de la République l'avait annoncé pour la France lors de ses vœux 2024, il y a un an. Je vous laisse juge pour ce qui est de Gonesse en vous proposant un retour sur l'année 2024 en images. Retour sur le meilleur, bien évidemment. Alors c'est l'occasion de dire où on en est. Je rappelle les étapes précédentes. Vous avez donc un programme très riche qui vous attend. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Quelques heures plus tard, à Berlin, l'acte de capitulation. nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas. Donc c'est une
peut être repris par la gauche comme un des emblèmes d'une injustice. Alors, qu'est-ce qui m'a fait me pencher sur cet objet un peu particulier? Le Mamobus fait escale à Gonesse et nous sommes accueillis par Monsieur le maire et son équipe. Monsieur le maire, parlez-nous de ce type d'initiative hors les murs. Merci d'être là, merci d'être engagé. Gonesse a besoin de nous. Quelle belle réussite donc pour la vie associative 2024-2025. « 2024 n'a pas cependant été une année facile et les difficultés n'ont pas manqué. L'année a mal débuté avec la fermeture brutale de l'EHPAD du parc Fleury de la Fauconnière, avec l'accord des tutelles, l'ARS et le département, malgré notre opposition et la mobilisation de l'opinion.
Une soixantaine de résidents ont été alors rapidement transférés à Villers-le-Bel, là n'est pas le problème, dans la nouvelle plateforme gérontologique d'Arpavie. Mais la raison invoquée de la vétusté s'avère aujourd'hui, 1 an après, presque, totalement mensongère, lorsque nous apprenons la décision de la Caisse des dépôts de mettre en vente Arpavie en raison de ses difficultés financières. Les négociations avec le groupe SOS sont engagées depuis la fin novembre, ce qui montre évidemment qu'il y avait d'autres raisons que celles qui ont été produites et invoquées vis-à-vis de la ville. Nous avons ainsi perdu un de nos 3 établissements, alors que nous sommes favorables à la création d'un 4e, pour lequel une réserve foncière dans le futur parc de la friche hospitalière est définie. La ville est prête à soutenir le projet porté par l'association EHPAD AC Gonesse. La conjoncture économique et immobilière a contrarié plusieurs projets annoncés. L'important programme de renouvellement urbain d'une partie du centre-ville a été décalé alors que les permis de construire étaient signés sur plusieurs projets, dont le projet de la Fontaine Saint-Pierre, et ce dernier projet d'une 30aine de logements en accession à la propriété est repris maintenant par un nouveau promoteur. Il aboutira prochainement. Il en sera de même du projet de nature identique à l'angle des rues de Paris et de l'Hôtel-Dieu, qui permettra, je le confirme, le transfert indispensable du laboratoire d'analyse. Je l'avais déjà évoqué l'année dernière. Les 2 projets du chemin vert verront aussi le jour. D'une part, la construction de maisons individuelles et de logements collectifs aux normes écologiques et accessibles au plus grand nombre grâce au dispositif bail réel et solidaire. Et puis d'autre part, un bâtiment d'activité. Le Clos Saint-Paul va bénéficier de travaux de renouvellement urbain importants qui viennent de commencer par les travaux de démolition. Le projet de la friche hospitalière, dont j'avais déjà évoqué les difficultés liées au coût de la démolition de l'ancien hôpital des années 60, n'a pu connaître en 2024 d'actions positives et l'État, qui avait fait des promesses d'abord d'aide directe lors de l'inauguration, c'est déjà ancien, du nouvel hôpital, ni plus récemment avec la très faible aide au titre du plan vert. Nous sommes donc dans une équation économique qui a été difficile et impossible en 2024. Mais cependant, le projet est loin d'être abandonné. Entre l'établissement public foncier d'Île-de-France et l'opérateur Pichet, qui était le promoteur désigné, un acte de caducité vient d'être signé qui met fin à la promesse de vente. Ça vient d'être signé il y a quelques jours. Les discussions avec l'aménageur et promoteur Bronsfield ont été engagées en plein accord avec l'établissement public. Ce projet, dont le principe est une urbanisation maîtrisée dans un nouveau parc public, s'inscrit dans le contexte urbain de l'histoire hospitalière de notre ville et de l'évolution nécessaire de cette partie du centre-ville après la construction du nouvel hôpital achevé dans la précédente décennie. La permanence dans le paysage urbain de Gonesse, de notre hôpital depuis près de 820 ans, sera assurée et renforcée de 2 façons. La première, par la mise en œuvre de son patrimoine historique et architectural, avec la création du futur musée d'histoire et de société consacré à l'éducation et à la santé dans le bâtiment de 1841, et la restauration des vestiges médiévaux, ainsi que par la réinstallation dans le futur projet de l'escalier d'entrée du bâtiment démoli. La seconde, par les rapports entre la fonction habitat du projet à venir et les besoins de l'hôpital de pouvoir loger du personnel médical et paramédical ou de développer à proximité l'offre de places de petite enfance
afin de renforcer son attractivité. Il nous faut évidemment résoudre cette équation difficile dans une conjoncture toujours difficile, ce à quoi évidemment nous employons activement, et l'année 2025 sera décisive pour ce projet majeur de renouvellement urbain. Le transfert à l'agglomération du projet de musée au 1er janvier de cette année permettra à notre territoire communautaire d'être doté à l'horizon 2028 d'un deuxième musée de France après le musée archéologique Arkéa de Louvre. Je remercie le président de l'agglomération Pascal Dole de faciliter la réalisation de ce nouveau projet culturel pour Gonesse et pour le territoire de Roissy Pays de France. Enfin, le chantier de la piscine et du gymnase de la Fauconnière, retardé depuis la faillite d'une entreprise, a continué de subir en 2024 les conséquences dommageables du retard aggravé par les pratiques de sous-traitance légales, mais de moins en moins maîtrisables. Nous pouvons raisonnablement espérer une livraison des 2 équipements au printemps prochain. La piscine à l'agglomération, le gymnase à la ville, avec la possibilité d'une ouverture au public de la piscine pour le début de l'été et à la rentrée scolaire pour l'éducation sportive et les pratiques associatives. La livraison de ces équipements sportifs s'accompagnera de la réouverture d'une part du parking avec une augmentation de l'offre de stationnement et d'autre part de l'allée piétonne Ali Boumengel qui traverse le bien nommé Square des Sports. En dépit de ce que j'avais souhaité devant vous en déclarant, concernant l'aménagement du triangle de Gonesse, je me cite, que l'année 2024 ne pourra pas être une nouvelle année perdue, l'année écoulée a bel et bien été une année perdue en dépit de notre action collective, jusqu'à la réunion publique du 9 juillet dernier, tenue dans cette salle qui devait clôturer la procédure de concertation du public préalable à la modification du périmètre de la ZAC d'État de Gonesse décidée d'un commun accord. Je vais passer, mais je vais quand même les évoquer avant d'entrer un peu dans le détail de ce dossier forcément compliqué, complexe. Je vais passer sur 2 épisodes, je dirais aujourd'hui sans importance, parce que sans fondement, puisqu'ils ont rapidement fait pchit. Le premier, c'est l'affaire du stade du PSG, sur laquelle je vais quand même faire une mise au point claire. Le 15 février 2024, le journal L'Équipe titrait sur une contre-vérité « La ville de Gonesse a écrit au président du PSG pour lui proposer un terrain sur le triangle de Gonesse pour son futur stade, au cas où le club quitterait le Parc des Princes. » J'ai démenti dès le lendemain. Le président de l'agglomération, de ce côté, répondant à l'appel de Valérie Pécresse, s'est déclaré favorable le 12 février à l'étude de la candidature de Gonesse pour l'éventuel nouveau stade du PSG. Entre-temps, j'ai eu l'occasion d'échanger directement avec la maire de Paris sur ce point, Anne Hidalgo. Il y a, convenons-en, cette affaire, un petit jeu politique des uns des autres que je ne cautionne pas. Le PSG, en fait, aujourd'hui, regarde plus au sud de Paris qu'au nord, puisque les sites de Ris-Orangis et surtout de Massy ont été tout récemment visités par les dirigeants, ce que confirme le journal Aujourd'hui en France de vendredi dernier. Et le même jour, le Parisien local revient sur la candidature de Gonesse en écrivant « On ne ferme pas la porte ». Ma réponse est claire. On n'a pas à fermer une porte qui n'a pas été ouverte. Soyons sérieux dans cette affaire. C'est 50 hectares qui sont demandés par le PSG. 50 hectares. Ce n'est pas uniquement d'ailleurs pour le stade lui-même. Autour,
on imagine des hôtels, des restaurants, des activités, 50 hectares, ce qui est infaisable à Gonesse sur le triangle, compte tenu du projet réduit de la ZAC d'État et du nouveau SDRIF de la région. Le deuxième épisode, c'est le rapport particulier de la Cour des comptes du 19 janvier 2024 sur la Société du Grand Paris. Le journal Le Parisien du 21 mai titre « La ligne 17 sacrifiée sur l'autel des économies ». Même s'il y a un point d'interrogation, c'est quand même un sens d'insinuer qu'il pourrait y avoir une remise en cause. Encore une. Or, deux lignes dans à la page 50 d'un rapport qui en compte 140, mal interprétées, suffisent à alimenter la polémique entretenue bien évidemment par les opposants habituels, alors que même le rapport, et surtout, c'est ça qui est important, ne contient aucune recommandation demandant l'arrêt des travaux et qu'au contraire, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, tout retard ou tout abandon coûterait plus cher. Ce serait d'autant plus absurde que la ligne 17 est la moins coûteuse du réseau et celle dont la rentabilité dans sa partie nord est estimée forte postérieurement à l'abandon de Repas City. Voilà pour ces sujets. Je voudrais faire comprendre à tous qu'il faut arrêter de jouer avec le triangle. Au gré des intérêts qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas ceux du territoire. Et j'en viens maintenant à l'essentiel. Le 17 septembre dernier, soit 2 mois après la réunion publique, ici, dans cette salle, du 9 juillet, sans aucune concertation préalable avec la ville, le préfet signe un arrêté supprimant la ZAC, après avoir mis en demeure plusieurs propriétaires agriculteurs de renoncer à exercer leur droit de délaissement réglementaire, leur permettant de contraindre l'aménageur à acheter le foncier leur appartenant. Pour ne pas avoir à payer entre 6 et 12 millions d'euros, c'est une somme, j'en conviens, mais combien d'argent public et privé a été dépensé et perdu, et cela depuis l'abandon de Repas City, et depuis. Nous subissons depuis maintenant plus de 5 ans passés les décisions d'un État qui semble parfois se jouer avec de notre territoire et de son avenir. En novembre 2019, je veux rappeler quand même les épisodes, parce qu'ils ne sont pas anciens. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, dans un simulacre de conseil de défense écologique, instance aujourd'hui disparue, décident l'abandon du projet Repas City pour satisfaire en réalité, je le redis ici, des intérêts privés et politiques que n'ignore pas la nouvelle ministre Astrid Panosyan, proche du président de la République, alors directrice générale à Unibail-Rodamco-Westfield, le rival propriétaire du centre commercial Aéroville. Il nous a fallu attendre mai 2021 pour que l'État se soucie de nous en annonçant son nouveau choix. Réduire la ZAC à 110 hectares, d'une part, réaliser une cité scolaire internationale pour 2027, aujourd'hui plutôt 2028, et le transfert d'une administration centrale, d'autre part. Si l'élaboration du projet de cité scolaire avance avec une mise en service pour la rentrée scolaire 2028, donc, nous sommes toujours dans l'attente d'une annonce maintenant très improbable du choix de l'administration promise, et nous subissons surtout les effets négatifs de la suppression de Repas City. Aucun projet alternatif en matière d'activité économique créatrice d'emplois, pour l'instant, n'a été défini. Aujourd'hui, donc, juridiquement, il n'y a plus de ZAC. Le préfet, l'aménageur GPA et l'agglomération pensent pouvoir être rassurants. Sur le terrain, nous voyons toujours un seul chantier, celui du métro. Du métro, certes, au milieu des champs, donc il faut recréer la ZAC, après l'avoir supprimée. L'année 2025 sera encore donc une année de procédure et
pas encore tout à fait de définition d'un projet d'activité, encore moins de sa réalisation. Nous attendons le dépôt officiel de ZAC, et d'ailleurs c'est fait, je crois, maintenant, monsieur le sous-préfet, c'est fait. Nous aurons donc à délibérer, à donner un avis, l'autorité environnementale émettra son avis, une enquête publique aura lieu, tout cela avant un nouvel arrêté préfectoral de création. Je sais très bien que pour le public, c'est un petit peu compliqué tout ça, mais c'est un dossier majeur pour notre avenir. Par ailleurs, la décision de l'État interdisant l'urbanisation de la partie sud a été accompagnée par celle de la région qui a approuvé en septembre dernier le nouveau SDRIF, malgré l'avis défavorable émis à l'unanimité par le Conseil communautaire sur la proposition du président. Cette partie sud ne fera donc pas partie de la future ZAC, ce qui nécessite de proposer un nouvel aménagement du périmètre d'environ 170 hectares. Ce périmètre est compris entre le BIP, l'autoroute 1 A3, les départementales 317 et 370. Les Gonétiens ont bien conscience de la chance d'avoir en 2028 la seule gare du métro du Grand Paris dans le Val d'Oise. Évidemment, cette gare profitera aussi à l'ensemble du territoire. Notre mobilisation est maintenant nécessaire pour la réalisation d'un projet d'avenir pour ce territoire, pour l'ensemble de ce territoire de l'Est du Val d'Oise. Cette mobilisation passe d'abord par le respect de la ville et de ses habitants, les premiers concernés, évidemment, par l'avenir du Triangle. C'est la raison pour laquelle, après l'épisode que je viens de relater, la ville a demandé à participer au capital de la société de gouvernance, la SPLAIN, l'organisme de gouvernance du projet. Il faut ensuite être clair sur ce que nous voulons et sur ce que nous ne voulons pas. Et il est grand temps que l'État soit cohérent avec lui-même. Je voudrais là-dessus développer sur un point qui est sensible. C'est l'État qui a proposé une cité scolaire internationale avec un internat en 2021, c'est bien l'État. C'est lui qui, dans le cadre actuellement de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, engagée depuis 1 an, pouvant permettre des décisions de restriction d'exploitation, n'envisage pas, semble-t-il, d'apporter les réponses suffisantes attendues par les populations riveraines. Je voudrais rappeler que l'aménagement initial du triangle excluait la construction de logements et admettait uniquement la réalisation d'activités économiques et évidemment Europa City. Notre mobilisation pour l'avenir de notre territoire doit répondre à la double urgence économique et sociale, d'un côté, sanitaire et environnementale de l'autre. Urgence économique et sociale, pour répondre à l'enjeu prioritaire de formation de notre jeunesse, nous sommes tous d'accord, pour favoriser un développement économique qui ne soit pas toujours dépendant de l'économie aéroportuaire, qui réponde aux nouveaux enjeux pour la région, pour le pays, de regagner en souveraineté industrielle, en souveraineté sanitaire, en souveraineté alimentaire. Nous pouvons être d'accord. Urgence sanitaire et environnementale qui n'est plus à démontrer pour améliorer le cadre de vie de nos habitants et pour renforcer l'attractivité résidentielle du territoire. Et cette double urgence que nous soutenons répond aux observations et recommandations que l'autorité environnementale a formulées dans l'avis qu'elle a rendu à propos de la modification nécessaire du plan local d'urbanisme de la ville et à celle que la même autorité environnementale ne manquera pas d'énoncer dans quelques mois à propos du dossier de création de la nouvelle ZAC. L'autorité environnementale est à juste titre sensible à la qualité de la démarche d'évaluation environnementale et surtout à l'exposition des populations aux nuisances et aux pollutions, incluant bien également les pollutions atmosphériques par référence aux valeurs limites d'exposition définies par l'Organisation mondiale de la santé. En clair, le nouveau projet de l'État
c'est-à-dire avec la cité scolaire, nécessite, de mon point de vue, des mesures de restriction de trafic, seules capables de réduire les impacts de pollution sonore et atmosphérique. Faute de quoi, les contentieux que les opposants au projet ne manqueront pas également prochainement à nouveau d'engager, trouveront des arguments supplémentaires. Je mets donc solennellement en garde l'État. C'est lui, et non la commune, ni l'agglomération, qui conduit à la fois la procédure de création de la nouvelle ZAC du triangle de Gonesse, le projet de cité scolaire avec son internat et en même temps l'étude d'approche équilibrée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et je rappelle qu'ici, à Gonesse, près de 92% des 4648 votants se sont déclarés favorables à une limitation des vols et à leur interdiction à la nuit entre 22h et 6h à l'occasion de la consultation citoyenne organisée dans 146 communes d'Île-de-France du 11 au 24 mars 2024. Il y a eu plus de 50 000 votants. Je crois que là, il y a un vrai sujet et il doit être traité dans une approche équilibrée entre les différentes urgences dont j'ai parlé. Pour donner suite à l'interpellation d'habitants sur les avions trop bas à l'atterrissage et sur les dépôts de suie observés sur les maisons et dans les jardins, j'ai demandé et obtenu l'inscription de ces sujets à l'ordre du jour de la prochaine commission consultative d'environnement. Et j'organiserai dans le cours de l'année une réunion publique sur la question avec la participation de la Direction générale de l'aviation civile. Enfin, concernant la partie du BIP de superficie plus importante abandonnée au sud du BIP, de superficie plus importante abandonnée par l'État, donc désormais dans le droit commun du PLU qui appartient à la ville, une mission de définition d'une trajectoire pour le secteur sud du triangle est lancée par la ville sous sa responsabilité, ayant pour objectif d'investiguer le champ des possibles pour l'avenir, de définir les potentialités économiques, le cadre environnemental et d'aménagement compte tenu des contraintes réglementaires du nouveau SDRIF-E. Cette mission d'une durée de 6 mois a été confiée au cabinet HDZ et au cabinet Earth Avocat. Bien évidemment, l'ensemble des acteurs, des élus concernés, seront étroitement associés à la conduite de ce travail. Sur ce sujet majeur et compliqué, j'informerai la population. Alors, à Gonesse, si tout ne va pas bien, nous travaillons pour que tout puisse aller mieux et que nous puissions ensemble agir dans l'intérêt de Gonesse et de sa population. Pour certains, Gonesse serait arrivé à la fin d'un cycle. Il y a certes les cycles électoraux qu'on appelle mandats. Nous avançons vers la fin d'un mandat, mais nous ne sommes pas encore à la veille du scrutin de mars 2026. Pour moi, un cycle, c'est d'abord le temps de la réalisation d'actions et de projets nouveaux ou déjà engagés qui doivent aboutir. Ce qui est le sens de la carte de vœux que j'ai adressée aux Gonessiens, le cycle 2025-2028. Je souhaite vous présenter donc les engagements sur des sujets majeurs à la fois pour notre quotidien et notre avenir qui se concrétiseront prochainement ou dans le temps de la deuxième partie de la décennie. Je le ferai en compagnie d'un certain nombre d'acteurs. Et j'appelle donc à me rejoindre tout d'abord Madame Anne Bonjour. Madame Anne Bonjour, directrice de projet adjointe aux relations extérieures des lignes 16 et 17, 17 c'est la nôtre, hein, à la Société du Grand Paris. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, on est la Société des grands projets depuis une petite année maintenant. C'est vrai. Mais on est toujours en charge, bien entendu, de la ligne 17 et de l'ensemble du Grand Paris Express. Alors, je crois qu'il y a une petite présentation qui doit tourner. Voilà, un petit mémoire, une petite carte mémoire pour vous rappeler ce qu'est le projet du Grand Paris Express, 200 km de lignes nouvelles dans laquelle s'intègre évidemment la ligne 17 qu'on va voir ensuite.
Voilà, je me retourne en même temps. Excusez-moi, donc pour mémoire, cette ligne 17, vous en avez parlé, monsieur le maire, elle avance bien, puisqu'elle est intégralement en travaux aujourd'hui sur tout son linéaire, avec une mise en service qui, vous le voyez, va se faire en plusieurs étapes. Une première mise en service en 2026 au niveau du Bourget Aéroport, une seconde jusqu'au parc des expositions, incluant évidemment la gare de Gonesse en 2028, et enfin, on la terminera en 2030 jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle et même au-delà jusqu'au Mesnil-Amelot. Alors, la preuve en images sur comment ça avance. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la gare de Saint-Denis-Pleyel, qui est la première gare, je dirais, quand on part du sud vers le nord de la ligne 17, et qui en fait est déjà terminée et déjà mise en service, puisqu'on a prolongé la ligne 14, et cette gare, elle accueillera à terme la 14, la 15, la 16 et la 17, donc ce sera vraiment un hub extrêmement important, et donc la gare est déjà mise en service. Le quai de la 16-17, puisque ce sera un tronçon commun entre la 16 et la 17 jusqu'au Bourget, eh bien, n'est pas encore accessible. On a encore quelques travaux à terminer pour pouvoir mettre en service dès 2026. Les images que vous voyez après, c'est justement tout ce qu'on fait pour le tronçon 2026, et je crois que les photos parlent d'elles-mêmes. Le génie civil s'achève, on a creusé l'intégralité du tunnel jusqu'au Bourget aéroport et d'ailleurs même jusqu'à Gonesse. Les quais sont installés, les gares, vous le voyez, sont en train de sortir de terre et on laisse derrière nous les travaux de génie civil pour aller vers les travaux d'aménagement à l'intérieur des gares. Et si vous passez par exemple devant le Bourget aéroport, vous allez voir d'ici l'été le bâtiment voyageurs sortir de terre au niveau de l'esplanade du musée de l'air et de l'espace. Et comme vous le voyez sur la photo en bas, ah non, pardon, il faut revenir avant, excusez-moi, je suis un peu longue, mettre en service le métro, ça veut dire évidemment faire rouler des trains. Et donc les nouvelles rames des lignes 16-17, les premières rames sont bien arrivées au centre d'exploitation qui se situe sur les anciens sites PSA, qui sont d'ailleurs pour partie à Gonesse et pour partie à Aulnay. Et à la rentrée de septembre, on va commencer à faire rouler des trains, d'abord sur le centre d'exploitation, et puis ensuite, petit à petit, on va aller dans les futures gares. Sur la section, donc là on peut passer, ensuite sur la section aérienne, puisque vous le savez, à la sortie de la gare de Gonesse, la ligne 17 prend son envol, devient aérienne, et la gare du parc des expositions, elle, sera en plein air et aérienne. Et donc là aussi, d'ici l'été, vous allez concrètement voir les choses bouger. Alors, vous voyez déjà sur l'autoroute A1, A3, des piles qui se dressent sur les terre-pleins centraux et qui font que les voiries, d'ailleurs, se rétrécissent un tout petit peu. C'est nous. Et vous voyez aussi la gare du parc des expositions qui est en train de s'élever. Et donc, le viaduc qui va franchir la 1 A3 sera réalisé dans le courant du mois d'avril. Et à l'été, là aussi, l'intégralité du viaduc sera réalisée. Alors, il nous restera évidemment un peu de travail. Il va falloir l'équiper, poser les rails, etc. Mais ça va déjà être une étape extrêmement significative qui va être franchie pour cette section de la ligne 17 mise en service en 2028. Et enfin, sur la dernière section, la grosse machine que vous voyez, c'est un tunnelier qui, ça y est, a commencé à creuser depuis le Mesnil-Amelot, a fait, pour l'instant, c'est modeste, une petite vingtaine de mètres, et commencera à traverser, à passer sous l'aéroport en fin d'année 2025 pour ressortir au niveau de Tremblay en France. Et l'image que vous voyez en dessous, eh bien, ce sont les travaux de la gare Charles de Gaulle, qui est vraiment collée au RER B existant et à la gare TGV, qui a débuté. Donc voilà, l'ensemble de la ligne 17, la preuve en images, est en travaux. Et j'ai finalement gardé les images de la gare de Gonesse en dernier, la meilleure. Donc vous voyez, voilà, la photo que vous voyez derrière moi, cette photo, elle a exactement une semaine. Elle a été prise lundi dernier. Donc c'est vraiment l'état du chantier aujourd'hui. Donc vous le voyez à l'extérieur, on est en train de construire le dernier niveau de la gare. Et sur les photos suivantes, voilà, alors... Ça c'est apparu très brièvement. Sur les photos suivantes, ce que vous pouviez voir, voilà, c'est à l'intérieur de la gare. Donc, je vous le disais, le tunnel est intégralement creusé jusqu'à la gare de Gonesse. Ça ne se voit pas là, mais ça y est, on a commencé à poser quelques rails. Et sur la photo au-dessus de vous, monsieur le maire, c'est bien les futurs quais, finalement, de la gare qu'on voit commencer à se dessiner. Et donc, là aussi... Tous ces travaux de génie civil, donc quand vraiment on réalise l'infrastructure, sont en train de s'achèveront totalement au printemps. Et c'est l'aménagement de la gare qui va intérieur et extérieur, évidemment, tout l'habillage qui va débuter. Et j'ai terminé normalement, voilà, par une petite image pour vous montrer à voir ce que ça donnera quand ce sera terminé. On le voyait d'ailleurs bien sur les photos aussi, sur les images que vous avez mis.
On voit aussi en bas l'œuvre qui va être réalisée, puisque vous savez, dans chacune de nos gares, on réalise une œuvre d'art. Et donc là, c'est l'artiste Joana Vasconcelos, une artiste célèbre portugaise, qui va réaliser ces œuvres en azuleros qui se déploieront sur toute la façade sud de la gare. Donc voilà, une gare qui sera très belle et mise en service dès fin 2028. Et sur cet artiste qui viendra, oui, normalement au cours de cette année, il est prévu que des ateliers artistiques soient organisés avec les enfants de nos écoles élémentaires et avec l'artiste. Donc est-ce que c'est bien ça qui va... Parce que oui, tout à fait. c'est il faut important encore que ce travail soit fait de sensibilisation et d'éducation artistique. C'est bien ce qui est prévu. C'est bien ce qui est prévu, que ces œuvres d'art ne soient pas complètement déconnectées du territoire. Donc effectivement, il y a des ateliers qu'on va organiser avec vous, Monsieur le maire, et en lien avec l'artiste. On va définir ça en lien avec vous et on espère déployer ça dès 2025 ou en 2026. Et je précise que sur les quais de la gare, on aura aussi des illustrations qui donneront à voir ce qu'il y a au-dessus, dans le territoire. Et ça aussi, c'est une collaboration qu'on mène avec des illustrateurs et où là aussi, il y a tout un travail. Donc, il n'est pas encore désigné sur Gonesse, parce qu'on est sur une gare 2028, mais on le désignera évidemment en lien avec vous. Et là aussi, il y a beaucoup de médiation culturelle à imaginer avec la population avant cette mise en service. Et puis il y aura de nouvelles visites de chantier parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc on va essayer de les cadencer. Voilà, il faut nous laisser travailler, mais effectivement, on va de toute façon organiser ces visites et c'est toujours pour nous un très grand plaisir, évidemment, de vous accueillir sur ces chantiers. On ne peut pas, évidemment, en organiser trop régulièrement parce qu'il faut que le chantier avance, mais on va poursuivre. Il y a déjà eu des visites, il y en aura d'autres en 2025, j'en prends l'engagement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Madame Bourgeot. Merci à vous. Mais pour autant, on ne peut pas négliger la ligne D du RER. Le maire d'Arnouville, président de l'agglomération, ne va pas me contredire. Et d'ailleurs, l'agglomération pilote avec les 3 communes concernées. La commune de Villers-le-Bel, évidemment, est concernée. L'étude de réaménagement des espaces publics situés aux abords de la gare et d'amélioration des conditions de circulation des bus, voitures, vélos et piétons vers la gare est une évidemment longue, on pourrait dire même parfois trop longue, mais qui a abouti enfin à un schéma de référence qui est validé. Pour les Gonessiens, ce projet est aussi essentiel, évidemment, en particulier s'agissant du réaménagement du souterrain, ça c'est valable évidemment pour tous, mais c'est important, de l'implantation, y compris de la passerelle entre les 2 côtés de la commune d'Arnouville, on est sur le territoire d'Arnouville, et l'accès au quai évidemment, et puis la requalification du parking existant, qui est un vrai sujet, mais vraiment aussi il y a une attente, évidemment l'aménagement de la ligne du BHNS est un sujet majeur et l'actuelle ligne 20, le BHNS actuel, en service depuis 2016, sera prolongée en direction de Villers-le-Bel et conservera son tracé sur l'avenue Gabriel-Péry, côté Gonesse, en direction de Roissy-Paul. Je suis satisfait aussi que nous ayons pu obtenir le doublement indispensable du pont de la Concorde. Sinon, on ne pourrait pas faire fonctionner ce projet de BHNS prolongé, avec la création, donc, je le dis aux Gonessiens, d'un ouvrage dédié à la circulation des bus et des modes doux, vélos et piétons, entre les 2 giratoires. L'étude spécifique préliminaire est lancée sur cette affaire et elle permettra de définir un planning. Chacun comprend que ce sera encore un peu long, mais on peut dire que nous avons avancé en 2024 sur ce projet. Je voudrais maintenant aborder un autre sujet évidemment essentiel après le métro et les mobilités, c'est celui de la sécurité civile et de la sécurité publique. J'ai le plaisir donc d'accueillir le capitaine Kébé sur l'estrade. Voilà, sous vos applaudissements.
Alors, vous êtes le chef du centre d'incendie de secours de Gonesse depuis 2022. Exactement. Hein, c'est encore récent, mais c'est déjà quand même déjà 2-3... On est la troisième année. Troisième année. Alors, je vous laisse la parole, capitaine. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Donc, je vais faire simple, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Donc, voilà maintenant un peu plus de 2 ans que j'ai la chance de diriger le centre d'incendie et de secours de Gonesse, après un passage par le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise, en qualité d'adjoint au chef. Et également après un court passage à l'éducation nationale en qualité d'enseignant en physique-chimie, pas très loin d'ici à Aulnay-sous-Bois. Les sapeurs-pompiers de Gonesse, c'est 33 sapeurs-pompiers professionnels et 50 sapeurs-pompiers volontaires, une moyenne d'âge de 32 ans et près de 3800 interventions comptabilisées en 2024. Je les remercie toutes et tous pour leurs implications au sein de la caserne et pour toutes les interventions qu'ils réalisent. Je tiens à souligner également qu'actuellement, on a un agent qui est à Mayotte pour soutenir justement la population locale suite au cyclone qu'on a pu voir. Je tiens à féliciter ces sapeurs-pompiers volontaires également qui se dévouent au quotidien. L'engagement citoyen est central dans le modèle actuel de la sécurité civile et permet à tous les services d'incendie et de secours de France d'assurer la distribution des secours. Je souhaite donc encourager et promouvoir le volontariat au service notamment du centre de secours de Gonesse, objectif premier que j'avais en arrivant. Durant ces 2 années, nous avons mis en place et participé à de nombreuses actions. L'engagement citoyen est central dans le modèle de la sécurité civile et permet à tous les services d'incendie et de secours d'assurer la distribution des secours. Donc depuis que je suis arrivé en septembre 2022, nous avions mis en place de nombreuses actions, notamment accompagnées par la commune de Gonesse. Nous avons accompagné 19 stagiaires de classe de 3e et 8 stagiaires de classe de première bac pro sécurité. Nous avions mis en place plus d'une 50aine de visites du centre de secours pour les classes d'école maternelle et primaire de la ville de Gonesse. Nous nous sommes déployés dans 3 écoles élémentaires de la ville pour réaliser des démonstrations et des exercices d'évacuation. Nous avons participé au quartier d'été mis en place par les services de la ville de Gonesse et également nous avons participé à plusieurs forums nommés Génération Emploi. Nous avons participé aux semaines olympiques et paralympiques l'an dernier avec la mise en place d'ateliers de secourisme, participé à des discussions ouvertes et à des ateliers mis en place par le service jeunesse de Gonesse relatifs à l'engagement citoyen. Les pompiers de Gonesse sont également présents, et ça c'est très important, aux fêtes des associations de la ville de Gonesse et également aux festivités du 14 juillet. Donc c'est à ces moments-là que nous tenons une buvette qui permet d'apporter des fonds à l'amicale des pompiers de Gonesse. Nous avons mis en place une journée de sécurité au lycée René Cassin qui consistait à déporter toute l'activité de la caserne au sein du lycée durant toute une journée. Donc ce sont des manœuvres, des exercices qui se font sur place et des stands justement de prévention auprès des jeunes. Nous avons également mis en place une journée de sécurité prévention l'an dernier sur le parking de Leroy-Merlin de Gonesse avec les collègues pompiers de Garges-les-Gonesse. L'idée était de présenter notre métier et de faire de la prévention liée aux risques domestiques à la population. L'an dernier, 7 jeunes de la commune de Gonesse se sont mobilisés durant 2 semaines pour embellir notre caserne et participer à nos activités quotidiennes. L'idée fut de créer les conditions de partage entre ces jeunes et les sapeurs-pompiers. Je tiens à remercier Madame Frédérique Keller, qui est présente, et Monsieur Wally Sidibé du service prévention pour avoir insufflé cette initiative qui sera reconduite dans les prochains mois. La semaine dernière, nous avons accueilli en nos murs des jeunes de la commune de Roubaix et de Gonesse durant toute une journée pour réaliser une initiative nouvelle, la fresque de l'engagement, qui a d'ailleurs été fondée par une Gonessienne, Anaïs Abchar. L'idée fut pour tous ces jeunes et nos sapeurs-pompiers de collaborer afin de trouver des solutions concrètes applicables dans les centres de secours pour respecter les 17 objectifs de développement durable. Nous avons également participé en début décembre au Téléthon. Donc nous avons rallié
la ville de Gonesse et Leonessa en Italie, plus de 1300 km. C'est bien pédalé. Hein. Nous avons bien pédalé et on est resté à Gonesse. Hein. En fait, on a fait ça avec des vélos d'appartement. Il faut quand même pédaler. Ce sont toutes ces actions et initiatives qui nous ont permis de recruter près de 18 sapeurs-pompiers volontaires de la commune de Gonesse et de ses environs depuis 2023. Vous l'aurez compris, je tiens à ce que mon mandat au centre de secours de Gonesse se déroule sous le signe de l'engagement. Je milite depuis quelque temps pour la création de réserves de citoyens engagés. Pour faire face aux catastrophes naturelles et aux accidents industriels, les préfets rédigent des dossiers départementaux sur les risques majeurs et des plans particuliers sur les risques naturels et technologiques. Ceux-ci sont suivis par les maires concernés sur leur territoire de plans communaux de sauvegarde et peuvent donner lieu à la création de réserves communales de sécurité civile. Mais pour faire face aux enjeux sociétaux que nous avons malheureusement connus à l'été 2023, peu de dispositifs existent. Je suis persuadé que les jeunes, lorsqu'ils sont engagés, reconnus et responsabilisés, peuvent constituer le trait d'union qui s'est bien malheureusement effacé entre la jeunesse de nos quartiers et les institutions. C'est pourquoi je pense qu'il serait judicieux de créer ces réserves communales de citoyens engagés, mobilisables en tout temps par les maires en cas de crise sociétale, et pour lesquelles un suivi pourra être proposé hors temps de crise, comme des actions de formation et plein d'autres. Ce dispositif serait pour eux une manière de se sentir engagés au service des citoyens. Je pense même que donner les mêmes droits que les étudiants concernés pourrait être très positif. Croyez-moi, pour cette nouvelle année, nous ne comptons pas nous arrêter sur cette dynamique, bien au contraire, de nombreux projets sont prévus. Je veux enfin que nous puissions tous souhaiter la bienvenue à ma nouvelle adjointe, ici présente, juste devant moi, la lieutenant Louise Vicaire. Qui débutera le 1er février prochain à mes côtés. Louise est clairement celle qu'il fallait pour participer à cette ligne stratégique mise en place au centre de secours de Gonesse, et je suis très heureux et fier de la voir arriver. J'ai été assez long, désolé. Merci en tout cas pour votre attention, et je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous, au nom des pompiers de Gonesse, une très belle année 2025 et une excellente soirée. Merci beaucoup. Moi, je voudrais vraiment vous remercier pour ce partenariat entre nous, pour les actions de prévention en direction des jeunes, pour favoriser l'engagement des jeunes. Cela est une grande nécessité, vous l'avez dit, et vous avez plein d'idées encore, j'ai retenu, il faudra qu'on en reparle. Hein. Ici, on a déjà un service civique jeune, municipal, depuis 2008, c'est aussi déjà un engagement, et donc il faudra qu'on en reparle, parce que on l'a bien compris, il reste chez le capitaine et ça ne lui a jamais son passage dans l'éducation nationale. C'est un point commun. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Alors je tiens à saluer la présence parmi nous du commissaire de police nationale Guillaume Évrard, qui a pris ses fonctions début septembre dernier, et la cérémonie d'installation, une première à Gonesse sous cette forme, a été réussie et méritée pour notre nouveau commissaire. Le directeur départemental qui est à ses côtés, que j'ai salué tout à l'heure, évidemment était aussi présent. Je dois d'ailleurs exprimer ma reconnaissance pour la qualité de nos échanges réguliers, l'efficacité de notre partenariat dans le respect des compétences de chacun. Si l'État dispose du pouvoir régalien de punir, il n'a plus aujourd'hui seul le monopole de l'action publique contre l'insécurité, et nous sommes un des acteurs publics avec nos services de police municipale et de prévention.
Et je regrette que notre commissaire n'ait pu s'exprimer ce soir, mais je voulais dire combien je suis satisfait du travail partenarial complémentaire du maire et du commissaire. Gonesse est toujours théoriquement dans une zone de sécurité prioritaire depuis un peu plus de 10 ans, théoriquement je dis maintenant, dont l'objectif était à la fois de lutter contre l'insécurité et de promouvoir une sécurité publique de proximité, contribuant à l'amélioration aussi, c'est un sujet majeur, des relations police-population. Je suis en tout cas convaincu. Ce que nous avons commencé à faire ensemble dans cette direction positive correspond aux attentes de nos concitoyens. Et sur l'amélioration des relations police-population et police-jeunes, vous avez d'ailleurs, monsieur le commissaire, proposé des actions que nous allons mettre en œuvre en 2025. Le travail accompli par la police municipale sous l'autorité de la nouvelle direction est assuré 7 jours sur 7, de 8h à 2h du matin. Il est reconnu par la population depuis maintenant bientôt 1 an. La construction promise d'un poste de police municipale intégrant à l'étage le centre de supervision urbaine, on appelle CSU, est largement engagée et le chantier avance bien pour autoriser une mise en service au début de l'automne prochain. Le programme d'implantation de caméras de vidéoprotection 2024 a été totalement réalisé. Les agents seront, comme prévu, équipés de pistolets à impulsion électrique opérationnels d'ici le printemps. La prévention spécialisée poursuit ses missions essentielles, de même que l'agent civil, point d'accès aux droits, de médiation et de conciliation de justice. De nouvelles actions seront proposées au cours de l'année pour favoriser l'amélioration des relations interquartiers comme des relations entre les jeunes et la police municipale. L'extension des actions confiées à Sport dans la ville est tout aussi bénéfique avec le 3e terrain dans le quartier Saint-Blain. Et ces actions de proximité sportive, éducative et sociale sont essentielles pour aider de nombreux jeunes. Cet engagement pour la sécurité a un coût important, mais nous espérons des résultats positifs qui seront évalués dans une prochaine réunion du comité local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il est néanmoins possible de dire que la lutte contre les stupéfiants a été renforcée, que le nombre d'amendes forfaitaires a été doublé sur ce point d'une année à l'autre grâce à l'activité de vos services, que les cambriolages ont également baissé par rapport à 2023. J'espère que l'aide que nous apportons la ville pour favoriser l'équipement encore insuffisant en dispositifs anti-intrusion favorise cette évolution que nous espérons durable. Les points négatifs demeurent, notamment les violences intrafamiliales et les vols de véhicules. En 2025, la mise en œuvre du schéma local de civilité et de tranquillité publique adopté, qui a connu un début d'action à la fin de l'année précédente, devrait nous permettre de mobiliser un plus grand nombre d'habitants et de progresser vers plus de civilité, sans laquelle il ne peut y avoir de sécurité. Alors, on va aborder maintenant un autre sujet, c'est la santé. Et j'invite donc le docteur Florina Gibanca à me rejoindre. Sous vos applaudissements, bien évidemment. Bonsoir. Avant de vous donner la parole, docteur, je voudrais dire que, évidemment, l'hôpital public connaît toujours des difficultés. Le plus grand nombre de nos hôpitaux sont en déficit. Gonesse n'y échappe pas. Depuis 2016, nous avons un établissement neuf, hormis la psychiatrie et la maison de retraite. Et un établissement neuf qui ne demande qu'à répondre aux besoins importants de santé de notre territoire. Vous êtes responsable du service de l'imagerie médicale de l'hôpital. Vous êtes évidemment fortement soutenu par votre chef de pôle, le docteur Vincent Di Marco, chef du pôle médico-technique, et vous allez nous présenter, madame, le dossier qui vient d'être déposé à l'Agence régionale de santé pour obtenir l'autorisation de l'acquisition par l'hôpital d'une deuxième IRM et évidemment
avec le soutien unanime du conseil de surveillance de l'hôpital qui s'est réuni le 5 décembre dernier pour soutenir ce dossier. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et pour m'adresser la parole. C'est vrai, l'hôpital de Gonesse, le service d'imagerie, a déposé une demande d'autorisation à l'ARS pour un deuxième IRM, mais c'est pour une IRM 3 Tesla. Pourquoi une demande pour un deuxième IRM? Parce que notre IRM actuel, il est occupé 100%. Donc, il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les urgences, et pour les patients externes, 5 jours sur 7, de 7 heures du matin jusqu'à 19h30 du soir. Pourquoi on souhaite avoir une IRM 3 Tesla? Parce qu'on a besoin à Gonesse de la qualité. On a besoin des images qui peuvent nous aider pour poser des bons diagnostics. En imagerie, il y a des examens qui se font juste sur un IRM 3 Tesla. Je vous donne un exemple. Par exemple, en cancérologie, les métastases hépatiques sont mieux détectables sur un IRM 3 Tesla. Une bonne machine nous aide à détecter les tissus malades, nous amène à un bon diagnostic et après à un bon traitement. Il y a un impact sur la santé, sur la qualité de vie, mais aussi un impact économique. Je vous ai parlé de la cancérologie, mais aussi un IRM 3 Tesla peut nous aider pour le sujet de la neurologie. Par exemple, les plaques de la sclérose en plaques que vous connaissez sont mieux détectables avec une IRM 3 Tesla. Cette IRM 3 Tesla peut nous aider à participer à la recherche et on peut faire de notre commune un point important dans la région pour la recherche. Avoir une IRM 3 Tesla à l'hôpital de Gonesse 100% public peut ouvrir la porte à tout type de patients pour se faire diagnostiquer. Voilà quelques points importants pour l'implantation d'un deuxième IRM de haute qualité, de haute gamme, 3 Tesla. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vous assure, Madame, que ayant pu rencontrer juste avant Noël le nouveau directeur de l'ARS de France, Denis Robin, nous avons parlé de ce dossier, comme d'ailleurs nous avons parlé d'autres dossiers qu'il faut soutenir à l'hôpital. Comment on peut maintenir l'autorisation que nous avons? Vous savez, il y a la question des seuils. Quand on est juste en dessous des seuils, eh bien, on est menacé. Et si je parle de l'activité de chirurgie du cancer gynécologique qui existe à notre hôpital actuellement et qui doit être renouvelée en 2025, eh bien, pour des raisons parfois qui sont liées à des difficultés de ressources médicales, parce qu'à certains moments, elles ne sont pas stables, eh bien, on a cette difficulté alors que, évidemment, on sait que le cancer de l'utérus augmente très fortement, eh bien, et qu'il y a des besoins de santé sur le territoire, nous risquons de perdre l'autorisation parce qu'on n'atteint pas actuellement le seuil requis. Donc, il faut que l'hôpital de Gonesse demeure l'établissement public de santé de référence de secteur 1 qui garantit la prise en charge de la santé de la femme dans toutes ses dimensions. Donc, vous voyez, il y a d'autres combats aussi à mener en 2025. Nous avons finalement un hôpital outil neuf et il y a qui ne demande qu'à répondre aux besoins de santé du territoire. Bien évidemment, on sait que d'autres contraintes existent, qu'il y a la question des ressources médicales et paramédicales, mais aussi qu'il y a la difficulté pour la médecine de ville.
notamment en matière de spécialistes. Et c'est la raison pour laquelle je veux faire avancer résolument un projet sur lequel nous nous sommes engagés de la réalisation d'une maison médicale. Et nous travaillons, je le dis très clairement, et nous avançons sur le projet d'un équipement de 450 mètres carrés dans le cadre d'un nouveau projet immobilier qui sera implanté en limite du centre-ville et des quartiers de la Madeleine, du Vinois et de Saint-Blain. Ce n'est certes pas pour cette année, mais cette année, nous allons déboucher sur l'élaboration définitive du projet. Voilà, merci et bon courage. Merci beaucoup. À vous, bon courage à vous et aux aussi. hospitaliers. Merci beaucoup. On l'a déjà compris, l'éducation et la jeunesse, c'est un sujet majeur pour notre société. Et c'est le président du nouveau CMJ que j'invite à mes côtés, Adem Gandour. Il vient d'être élu président du CMJ. Le CMJ a été renouvelé. Exactement. Et donc, Adem en est le président. Vous avez la parole, Adem. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en mon nom et au nom du Conseil municipal des jeunes. Merci. Merci, monsieur le maire, de donner la place à la jeunesse à Gonesse. Quand on parle d'éducation et de jeunesse, on parle d'avenir. Pour nous, les jeunes, l'éducation, ce n'est pas juste apprendre des cours. C'est aussi à apprendre à devenir quelqu'un, à s'ouvrir aux autres et à réfléchir. C'est ce qui nous donne la chance de construire nos projets et de trouver notre place dans la société. Le CMJ, pour nous, c'est une manière de mettre tout ça en pratique. Nous ne faisons pas qu'apprendre, nous agissons. Nous proposons des idées pour améliorer notre ville. Nous travaillons ensemble et nous nous rendons compte que nous pouvons vraiment faire bouger les choses. Ça donne du sens à ce que nous faisons. Alors ce soir, nous voulons juste dire ceci. Croire en la jeunesse, c'est croire en l'avenir de Gonesse. Soutenons l'éducation, donnons une voix aux jeunes, parce que c'est ensemble que nous construirons quelque chose de beau. Merci à tous et très bonne année à vous. Évidemment, il nous faudrait, mais nous en avons d'autres, il en faudrait encore beaucoup d'Adem à Gonesse, mais il y en a d'autres, je vous assure. Et quand on entend Adem, on entend depuis encore peu de temps, cela me rassure sur l'avenir de Gonesse. Merci, monsieur le maire. Alors, comment faire en sorte que nos jeunes puissent d'abord apprendre à l'école de la République pour ensuite apprendre à devenir quelqu'un, comme l'a dit Adem. Notre éducation nationale connaît de grandes difficultés qui se sont aggravées dans la dernière période en raison de la crise des vocations, chute du nombre de candidats au concours de recrutement et augmentation des départs volontaires, c'est-à-dire des ruptures professionnelles. Cela se traduit par des absences d'enseignants, sinon permanentes, du moins plus fréquentes, dès qu'un titulaire a quitté le poste qu'il occupait. Depuis notre mobilisation de la rentrée 2023, l'autorité académique agit pour remédier au mieux à la situation. Je remercie la nouvelle inspectrice de l'éducation nationale, Madame Laura Fouchard, qui a pris ses fonctions à la dernière rentrée, pour son engagement et la qualité des relations partenariales. Dans le cadre du projet de cité scolaire du Triangle, et sur proposition du directeur académique des services départementaux, M. Olivier Van Beek, l'ouverture d'une section internationale britannique à la rentrée 2025 a été décidée avec l'accord de la ville à l'école Roger Malvite. Cela signifie quoi? Ça veut dire que le principe de préfiguration de la cité scolaire permettra l'ouverture d'un cours préparatoire à la rentrée prochaine, puis ensuite les enfants montés de la cohorte en CE1 en 2026 et ainsi de suite.
c'est évidemment favoriser, et je m'en félicite, l'accès à l'excellence pour les petits gonétiens. Il y aura évidemment, puisque c'est un dispositif qui est international, donc il y aura forcément l'accueil de jusqu'à un tiers d'élèves qui peuvent être hors secteur dans cette section. En 2025, nous débuterons à la Fauconnière le chantier de réhabilitation et extension de l'école élémentaire Albert Camus, avec un phasage adapté pour une livraison à la rentrée 2026. Gonesse entrera également dans le dispositif des cités éducatives et dès cette année scolaire, nous engageons les premières actions avec l'aide d'amorçage de 50 000 € versés par l'État. Dans le cadre de notre projet éducatif global initié en 2024, nous allons pouvoir, en collaboration avec les écoles, le Collège François Truffaut et le lycée, proposer des actions diversifiées entre janvier et juin. La télé des parents pour les parents, le bien-être mental et le climat scolaire, la lecture plaisir, un concours d'écriture, des ateliers d'orientation et l'égalité filles-garçons pour les élèves. Le soutien scolaire en élémentaire doit encore être développé avec l'aide d'enseignants et étudiants volontaires qui sont rémunérés. Nous poursuivrons l'expérimentation du nouvel aménagement de la pause méridienne, qui doit être aussi, avant ou après le repas, un temps périscolaire éducatif afin de pouvoir proposer, après concertation, sa généralisation. La restauration scolaire a connu 2 changements. Sodexo a succédé à Elior. Les enfants mangent désormais du pain au levain. J'ai personnellement tenu à cette nécessaire évolution du pain au levain. Avec Villers-le-Bel, nous venons de créer un syndicat intercommunal de restauration scolaire pour penser l'avenir. 2 actions essentielles visant à sensibiliser les écoliers à la sécurité du piéton seront développées en 2025. Le renforcement du dispositif Pédibus pour favoriser les trajets à pied vers l'école et le lancement dès la semaine dernière d'un permis piéton destiné à se familiariser aux règles de sécurité et de se déplacer en toute autonomie et confiance. Voilà les actions que nous engageons. Toujours pour la jeunesse, les sports et la culture. Et j'invite donc 2 acteurs successivement pour le sport et la culture. Et on va commencer par le sport avec M. Hafid Boudoukara. Vous êtes président du Judo Club de Gonesse depuis 2021, mais vous avez une carrière sportive et vous êtes enseignant dans la discipline et vous avez obtenu, le club a obtenu le label Bronze France Judo 2024. Alors vous allez nous expliquer tout ça, et le judo, mais aussi le sport à Gonesse. Évidemment, mais vous incarnez ce soir le sport gonessien. Bonjour à tous. Bonsoir à tous, pardon. C'est plus facile sur le tatami que derrière un micro. Déjà, monsieur le maire, merci de m'avoir invité à cette cérémonie des vœux. Les élus, bonsoir à tous, meilleurs vœux, plein de bonnes choses et de réussite, et aussi à tout le monde qui est présent dans la salle. Oui, ça fait 4 ans que je préside à ce beau club de judo. Mais avant tout, de passer de professeur d'athlète de haut niveau et entre-temps professeur, de passer de l'autre côté, je tiens à remercier quelques personnes qui m'ont encouragé pour cette belle aventure. Je vais remercier monsieur Ouzel Stéphane du service des sports, monsieur Roucan, adjoint maire des sports, et monsieur adjoint maire des sports, pardon, et son équipe. Un petit clin d'œil aussi que j'oublie pas, qui m'ont tendu un petit peu la main, qui m'ont encouragé, monsieur Richard, je pense qu'il est dans la salle, ici présent, donc voilà, qui a commencé avec moi. Et bien sûr, je remercie aussi les différents services de la mairie à qui on sollicite énormément, et ce que vous avez exprimé tout à l'heure.
Comme vous avez pu le constater dans la rubrique Gonessien du mois dernier, nous avons été labellisés par la Fédération française de judo. Nous avons posé un dossier. Ce dossier comporte pas mal de choses, pas mal de facteurs à l'intérieur, des facteurs qui sont assez importants. Ça va du petit athlète au grand athlète, confirmé, non confirmé. À l'intérieur, il y a aussi les projets, des beaux projets qui se concrétisent, des nouveaux projets qui vont arriver aussi. Et par ce bien-là, par ce dossier-là, nous avons été médaillés de bronze et labellisés pour 2 ans dans cette belle ville-là. Donc c'est une fierté pour nous, le club, et aussi pour la ville de Gonesse, d'avoir cette belle plaque médaille de bronze qui est sur la vitrine au bord, au bureau, tout simplement. Je voudrais remercier aussi cette plaque-là. Elle est partagée. Ce n'est pas que moi sur cette belle plaque. Il y a plusieurs facteurs. J'aimerais remercier les bénévoles. Les bénévoles sont très importants à ce jour. Donc j'aimerais les citer. Colette Cellier, Madame Cellier Colette, Madame Kali Anna, Monsieur Didier Rakoto Malala et notre professeur Guylaine Guillaume. Sans eux, je n'aurais pas pu arriver à avoir cette belle plaque qui nous honore cette Fédération française de judo. Je voudrais dire quelques mots sur la compétition que nous organisons. Je remercie la ville qui nous prête la structure, le gymnase Colette Besson. Quelques chiffres sur cette belle compétition. C'est entre 18 et 21 clubs qui sont présents ce jour-là. 496 athlètes, 2 infirmiers, entre 50 et 70 bénévoles que je bloque ce jour-là, très gentiment. Et quelques villes qui viennent vraiment avec le plaisir de venir dans cette ville de Gonesse, comme Levallois, Colombes, Puiseux, Goussainville, Écouen, Le Tillet, etc. Et j'en passe et j'en passe. Donc c'est une belle machine qui tourne. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. J'essaie d'œuvrer pour les enfants de la ville de Gonesse. J'essaie d'apporter tout mon savoir et de leur donner enfin un petit sourire à ces futurs athlètes. Il y a un projet aujourd'hui, il y a des projets que je monte comme le judo zen, comme le judo team coach. J'apporte beaucoup de présence lors des week-ends, lors des stages, à que les enfants n'aillent pas à droite, à gauche, et qui se permet de venir à la salle et d'aboutir à pas mal de profiter de ces projets-là. Cette année, j'ai un projet particulièrement important. Je ne voudrais pas vraiment écorcher cette phrase, permettez-moi, excusez-moi. Ce projet, c'est 2 minutes, je suis là. Ce serait, voilà, cette année, c'est sur l'accueil d'enfants porteurs d'handicap, aujourd'hui, qui est très important. Donc aujourd'hui, nous avons quelques enfants à ce niveau-là. Et donc, voilà. Et enfin, pour finir, il y a des chemins qui se croisent par des associations autres que le sport. Entre autres, cette belle association Gonesse Solidarité qui est présidée par Madame Catherine Confou, je pense qui est dans la salle, donc qui collaborons avec elle, avec des très belles actions comme le début d'année, comme des donations de denrées, qui a eu un grand succès avec cette belle association. Et enfin, je vous souhaite à tous et à toutes les associations, toutes confondues, une très belle réussite aux futures années. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, après le sport, la culture, sous une forme particulière, ce n'est pas là une association que j'invite, mais c'est un nouveau visage de la culture à Gonesse, Madame Céline Marot.
Alors, effectivement, vous arrivez à Gonesse et vous allez être un acteur de la vie culturelle locale en créant très prochainement, vous allez nous l'expliquer, la première librairie, j'ai bien dit librairie, j'ai pas dit maison de presse, hein, de Gonesse, et la deuxième de notre agglomération. À la fois, c'est un commerce, mais c'est aussi de l'action culturelle, bien évidemment. Et je voudrais simplement dire qu'avec l'agglomération, là, je suis en charge donc de l'action culturelle. Évidemment, je m'étais rendu compte, malheureusement, une seule librairie indépendante, Mitri Mori, sur 42 communes, et on a lancé donc une réflexion, une démarche avec l'école de la librairie. Vous allez peut-être nous en dire un mot de l'école de la librairie, qui est un organisme de formation soutenu par l'agglomération. Cette démarche qui a abouti avec l'appel à projet. Des maires ont répondu, Gonesse a répondu, bien évidemment, mais Écouen aussi a répondu, Sarcelles aussi. Et donc, il y aura d'autres projets, nous l'espérons, qui pourront se développer. Et évidemment, pour qu'un projet puisse se faire, il y a l'aide de la commune, locale, évidemment, mais il y a aussi le financement, l'appui donc de l'agglomération. Et si M. Gallardo de l'agglomération est présent, donc je veux le remercier. Je sais qu'il est aussi Arnaud Villois et associatif à Gonesse également. Donc, vous allez donc nous évoquer ça parce qu'il faut la rencontre également avec, au-delà de l'aide qu'on peut apporter les uns et les autres, avec un porteur de projet. Et vous êtes cette rencontre. Alors, je vous laisse la parole. Bonsoir. Donc, je suis Céline, je suis la future libraire de la ville de Gonesse. Je dis future parce que le local est actuellement en travaux. Je pense qu'on va, on va voir des images. Donc, le local se situe rue de Paris, à proximité de l'ensemble des commerces des proximités et de la mairie. J'en profite tout de suite pour remercier l'ensemble des équipes municipales, et notamment le service technique qui me donne une aide absolument formidable. Évidemment, monsieur le maire et l'agglomération qui me soutient dans ce projet. Donc, ça sera une librairie indépendante et généraliste. Il y aura de tout, des livres pour petits et des livres pour plus grands, du roman, du documentaire, de la BD et du manga. Et oui, et tout ce que je ne pourrai pas avoir en boutique, on pourra le commander parce que sachez qu'il y a 1,5 million de références en France de livres. Donc, je ne peux pas tout avoir à Gonesse, ce n'est pas possible. Pour autant, on pourra commander. Et pour les aficionados du livre numérique, vous pourrez aussi télécharger vos livres numériques sur le site internet de la librairie. Et comme vous l'avez rappelé, effectivement, c'est un projet de longue haleine. C'est l'agglomération et effectivement la ville de Gonesse qui portait ce projet. Ce projet a été validé par l'institution grandement reconnue qui s'appelle l'École de librairie, qui forme tous les libraires de France, dont je suis issue. Donc voilà, nous commençons donc cette grande aventure au mois de mars. La librairie ouvrira normalement le 7 mars. Vous êtes tous invités évidemment pour ce grand départ dans les histoires. J'espère que j'aurai l'occasion de vous rencontrer juste après. J'aimerais créer beaucoup d'animations parce qu'il me semble que la librairie, c'est un commerce de proximité et qu'elle doit prendre part à tous les débats sociétaux, culturels, philosophiques de notre temps. Donc j'ai hâte de pouvoir travailler avec vous tous. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Je pense que vous donnez envie de lire, évidemment, et d'aller à la librairie prochainement. Le 7 mars, c'est dans pas longtemps. Hein. Tout à fait, c'est dans 2 mois et demi. Tout à fait. Pas 2 mois et demi. Hein. Un peu moins. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Avant de dire deux autres mots sur la culture, je voudrais évoquer la disparition de 2 acteurs de la culture en 2024. Daisy Gullet-Métis, qui a été enseignante ici, mais qui a été aussi engagée dans la vie culturelle, qui a écrit sur l'histoire de Gonesse, notamment son ouvrage « Gonesse au XXe siècle ». Et Jean-Pierre Delury, qui, comme ça se voit, était notre organiste à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul pendant une bonne vingtaine d'années
et qui lui aussi est disparu et engagé aussi sur la vie culturelle et la défense du patrimoine, notamment de l'orgue, puisque, comme vous le savez, à Gonesse, nous avons un orgue et également le buffet d'orgue avec les anges musiciens, œuvre donc de la Renaissance. Alors, pour la culture à Gonesse, à partir de 2025, ce qui est important, c'est la salle Jacques Brel. J'ai dit que tout à l'heure, elle serait en travaux. La procédure de recrutement dans le cadre d'un marché de conception-réalisation est bien engagée, permettant de sélectionner dans un délai très raisonnable maintenant, d'ici la fin avril, un candidat et donc de pouvoir débuter les premiers travaux en octobre prochain. Rénovation énergétique et technique globale, réorganisation des espaces, intégrant notamment une tribune télescopique avec gradin, rénovation, réaménagement de l'espace scénique, amélioration des équipements, évidemment, mais aussi des espaces extérieurs. La fermeture de la salle interviendra fin septembre, après la représentation dans le cadre des Journées du patrimoine, le 20 septembre, de la nouvelle création de la compagnie Décabel, dans le même esprit que le spectacle libre qui sera redonné dans cette même salle d'ici peu, présenté à l'automne dernier. Il s'agira cette fois-ci d'un spectacle qui aura une dimension participative autour de l'histoire des liens entre Gonesse et Paris, une banlieue et la capitale depuis l'époque des boulangers et du pain. Mais nous avons aussi le projet déjà évoqué l'année dernière, qui a été retardé, de l'Eldorado, du nom de l'ancien cinéma des années d'avant et d'après-guerre, projet donc de la Maison des cultures urbaines, dont la construction aurait dû débuter en 2024, lié directement au projet de renouvellement urbain de la rue du Général Leclerc. Le promoteur qui doit construire le bâtiment de cette maison, en même temps qu'il construit et qui doit construire des logements, justifie son retard par la conjoncture immobilière, contrairement aux engagements qu'il avait pris fin 2023 et qui m'avaient permis alors de dire que ce serait en 2024. Le programme de l'équipement est cependant établi et la procédure de recrutement de la maîtrise d'œuvre doit être activée maintenant sans délai supplémentaire. En raison du retard subi, mais qui va forcément durer encore un peu sur ce projet, je vais proposer de surseoir à la vente du bâtiment de l'ancien conservatoire de musique et d'utiliser ce qui était autrefois même une poste pour en faire un tiers-lieu ouvert, en particulier aux jeunes du centre-ville et des abords du centre-ville, pour compléter utilement ainsi les espaces jeunes déjà existants dans les maisons des habitants des quartiers de la Fauconnière, des Marronniers et de Saint-Blain. Alors, pour aller maintenant plus vite, puisque le temps passe, mais je crois que c'est important que soit, avec les visages que vous avez vus, finalement, c'est l'incarnation de l'action, des projets de Gonesse pour le territoire. Alors, en 2025, il y aura encore d'autres choses. La santé, toujours, avec la création d'une mutuelle communale accessible à tous les habitants, permettant de garantir un accès équitable aux soins pour tous. Il n'est pas acceptable qu'en 2025, des Gonessiens renoncent aux soins par manque de moyens. Le contrat local de santé avec l'ARS sera renouvelé également afin de renforcer la coordination des différents acteurs de santé. La signature avec l'association Béguinage et compagnie d'une convention afin d'accompagner la ville et le Conseil des sages pour élaborer un plan d'action pour nos seniors, en particulier sur la question du logement adapté et inclusif dans le cadre du dispositif Cœur de Ville, sera donc signé, mais nous allons travailler sur ce projet dit de béguinage, logement pour les seniors adaptés. Une direction de l'habitat du logement est créée pour permettre
il y avait un service du logement, bien évidemment, mais là, une direction de l'habitat et du logement pour mettre en œuvre une action ferme et suivie de lutte contre l'habitat indigne, provoqué par des marchands de sommeil qui gagnent de l'argent sur la misère des autres. L'État est engagé avec les collectivités locales dans ces actions et c'est un partenariat étroit qu'il faut vraiment faire vivre pour atteindre les objectifs. Les actions de prospection et de détection sont renforcées, évidemment, avec l'appui de la police municipale. Le stationnement est un problème constant, chacun le sait. Les incivilités en la matière sont nombreuses. L'expérimentation récente de la zone bleue résidentielle apparaît concluante, qui nous autorise à une généralisation prochaine du dispositif. Et la vidéoprotection sera développée. Évidemment, elle est déjà importante, mais elle doit être renforcée. Nous poursuivrons nos actions pour assurer la propreté et l'entretien des espaces verts. L'éco-citoyenneté suppose que les habitants prennent leur part de responsabilité et les actions éducatives sont essentielles. C'est aussi la raison pour laquelle notre dispositif d'enlèvement des encombrants, j'insiste, favorise la responsabilité citoyenne tout en accompagnant ceux qui, évidemment, ont des difficultés, mais je crois que c'est extrêmement important de poursuivre dans cette voie. Les opérations coude propre, récemment expérimentées, se dérouleront très régulièrement, et en relation d'ailleurs avec aussi la police nationale. La mise en place expérimentale de caméras mobiles pour lutter contre les dépôts sauvages sera prochainement évaluée avant son éventuel développement. Je sais qu'à Garges, elle fonctionne bien déjà depuis un certain temps. Nous avons commencé seulement l'expérimentation. Nous poserons avec le Ségidur la première pierre d'une nouvelle déchetterie qui sera située au carrefour de la fontaine Sipierre. La deuxième étape du schéma local d'éclairage public lancé en 2024 conformément au plan d'action énergie sera exécutée. Plusieurs secteurs de la ville bénéficieront du remplacement d'un éclairage vétuste par des ampoules LED écologiques plus faiblement consommatrices d'énergie, ce qui est à la fois positif pour la planète et le budget de la ville. Si, en compagnie de nos voisins, nous ne sommes pas, par la grâce du journal Le Parisien du 27 décembre, dans les villes où il fait bon s'oxygéner, je cite Le Parisien, nous disposons à la fois du vert de nos parcs et du bleu du Croult et de nos étangs. En étroite collaboration avec le syndicat d'aménagement hydraulique de nos cours d'eau, Monsieur le Président du SIA, la restauration du Croult sera poursuivie en centre-ville grâce aux études qui ont été engagées par le SIA dans le cadre du réaménagement des espaces publics de la place Charles de Gaulle et de ses abords. Mais beaucoup de travail a déjà été fait et donc c'est une poursuite de ce projet absolument passionnant de renaturation de notre rivière canalisée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 2025, nous allons aboutir pour concrétiser un de nos engagements qui tient à cœur, comme le montrent les demandes qui nous parviennent et que nous ne pouvons pour l'instant satisfaire pour la tenue des manifestations familiales. Mais c'est un engagement que nous avons pris. Nous en sommes en train de finaliser un accord avec un promoteur sur le site communal de la Malmaison. Et parallèlement, nous travaillons sur le projet d'un nouveau centre technique municipal, puisque actuellement la Malmaison abrite le CTM. Un nouveau site internet de la ville sera créé au printemps prochain pour mieux répondre à vos attentes grâce à un moteur de recherche optimisé et une arborescence mieux organisée pour favoriser une navigation plus fluide et plus intuitive. Et enfin, en 2025, Gonesse Mécénat sera lancé pour accompagner le financement des actions culturelles et sportives de notre ville. Et ce doit être une opportunité pour les acteurs économiques, certains sont présents ce soir, du territoire, de soutenir notre action tout en gagnant eux-mêmes en visibilité.
l'important chantier de restauration de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul va connaître une nouvelle phase nécessitant la fermeture de l'édifice après Pâques à la fin du mois d'avril jusqu'à l'été 2026. Un événement de bilan des travaux jusque-là effectués se tiendra le dernier week-end prochain à l'église. Une première phase de travaux concernant les vestiges de l'Hôtel-Dieu sera réalisée après l'achèvement de la restauration de la gloriette de l'Hôtel de Ville. Et nous achèverons les commémorations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale d'ici le 8 mai prochain, comme il se doit, et une exposition consacrée à Gonesse 1945-2025, 80 années de la vie de banlieue, sera présentée à l'automne prochain dans les différents quartiers de la ville. Alors, 2025, nous dit-on, s'annonce peut-être pire encore que 2024. Le gouvernement précédent était prêt à saigner les collectivités locales accusées de trop dépenser pour le service public local. Nous sommes donc en sursis. Le budget 2025 de la Nation n'est pas voté. Pour notre part, et comme d'autres, nous préparons notre budget prévisionnel dans le brouillard, mais nous le voterons le 31 mars prochain. Et comment? D'abord, en ces premiers jours de janvier 2025, 10 ans après, ne pas avoir présent à l'esprit la première série d'attentats terroristes islamistes des 7, 8 et 9 janvier. Le 7, l'attentat contre Charlie Hebdo, 12 personnes tuées, 11 blessés. Le 8, la fusillade à Montrouge, tuant une policière municipale et blessant gravement un agent municipal. Le 9, la prise d'otage au magasin Hyper Cacher de la Porte de Vincennes, 5 morts et 5 blessés. Le même jour, une autre prise d'otage dans une imprimerie à Damartin-en-Goël sur notre territoire, sur le territoire de l'agglomération, pas de blessés. Les frères Kouachi, auteurs de l'attentat à Charlie Hebdo, sont abattus alors par les forces de l'ordre. Une émotion sans précédent dans notre pays, et bien au-delà, s'est traduite par l'ampleur de la marche, des marches du 11 janvier 2015. Inédite depuis la libération. Comment enfin ne pas se rappeler du 13 novembre et des attentats à Paris, le Bataclan et à Saint-Denis, au total 131 morts, et dont 7 auteurs, 413 blessés, dont 99 grièvement. Le 20 décembre dernier, la Cour d'assises spéciale a condamné les 8 personnes jugées pour leur implication dans l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, commis le 16 octobre 2020, 5 ans après les attentats de 2015. Et plus près de nous encore, le 13 octobre 2023, Dominique Bernard, professeur de lettres modernes, a été assassiné dans un attentat commis au nom de l'État islamique. Je proposerai qu'un lieu, un équipement, porte le nom de Samuel Paty. Ce n'est pas uniquement le devoir de mémoire essentiel qui doit nous animer, c'est le devoir de vigilance qui s'impose. Mais, évidemment, la vie continue, y compris la vie politique, la vie de la nation. Le président de la République nous avait promis que l'année 2024 serait un millésime, je l'ai déjà évoqué. Et dans ses vœux 2025, il considère qu'en 2024, nous avons prouvé, je le cite, qu'impossible n'était pas français. Assurément, sur le plan politique, il a raison. Avec 4 premiers ministres successifs, cela a été possible. Cela a été possible comme il y a 90 ans, en 1934. Et 1934, là, pour le coup, c'est un vrai millésime de l'histoire. L'arrivée d'Hitler au pouvoir, la radicalisation du fascisme italien favorise l'agitation des ligues d'extrême droite, de l'Action française en particulier, sous fond d'anti-parlementarisme alimenté par le scandale politico-financier de l'affaire Stavisky. Le gouvernement Camille Chotan tombe après 2 mois d'exercice, le 28 janvier.
Celui d'Édouard Daladier affronte la manifestation violente du 6 février des Ligueurs contre le palais Bourbon. 15 morts, 328 blessés. Daladier démissionne le 7. Gaston Doumergue lui succède, son gouvernement tombe le 5 novembre. Il est remplacé par le 4e président du Conseil de l'année, Pierre-Étienne Plandin. Vous connaissez la suite de l'histoire et celle du premier Front populaire. Finalement, Emmanuel Macron n'a guère appris de ses erreurs, qu'il fait semblant de reconnaître et ne propose vaguement que de consulter les Français par référendum, sans rien proposer concrètement qui puisse répondre aux attentes sur les services publics, le pouvoir d'achat, les retraites, toutes les urgences économiques, sociales et internationales. Partout, ou presque, en Europe, l'extrême droite s'affirme dangereusement. Partout, ou presque, la démocratie va mal. Et trop souvent, il est dit en France que c'est la faute des extrêmes de droite et de gauche, que c'est la faute aux réseaux sociaux et au comportement individualiste, que c'est aussi la faute de l'Union européenne trop bureaucratique. En réalité, nous sommes dans un système où la financiarisation dérégulée de l'économie mondialisée a abouti au remplacement des États par les banques centrales et les institutions financières mondiales dites indépendantes. Ce sont les investisseurs internationaux qui viennent d'exiger, là, aujourd'hui, l'augmentation des taux d'intérêt pour prêter à notre pays, ce qui va alourdir la charge de la dette. L'État, en France comme ailleurs, ne joue plus son rôle d'arbitre. La crise de confiance citoyenne vis-à-vis de la politique et du politique s'est installée à 2 reprises en 2024 et Emmanuel Macron a été désavoué aux européennes puis aux législatives qu'il a lui-même provoquées. Et de plus, cette situation chaotique intérieure qui peut durer encore 2 ans s'inscrit dans une situation internationale lourde et durable qui révèle l'impuissance de l'Europe et de la France à peser dans le sens de la résolution des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient en particulier. Conflits qui ne sont pas sans impact délétère à l'intérieur sur le plan de la cohésion nationale et sociale. Chacun connaît mes valeurs et mes convictions républicaines et socialistes qui m'ont animé, qui m'animent, qui m'ont animé constamment à l'Assemblée nationale, qui m'animent toujours dans ma fonction de maire. Dans une situation politique nationale, européenne et internationale incertaine et dangereuse pour notre pays et notre démocratie, les 3 années qui vont suivre, 2025 qui commence comme a fini 2024, 2026, l'année des élections municipales qui précédera dans l'état actuel des choses, et sauf une situation de crise aggravée qui précédera l'année de l'élection présidentielle, l'année 2027. Tout cela nécessite la clairvoyance, la capacité à discerner les vrais enjeux, à résister, à ne pas céder aux divisions subalternes au niveau national comme au niveau local. J'assumerai dans cet esprit mes responsabilités de maire. Il nous faut donc impérativement être optimistes. D'autres l'ont été dans les années noires. Il était difficile pour Léon Blum de l'être à la fin de 1941 dans sa prison, accusé par le maréchal Pétain d'être responsable des malheurs de la France. Oui, difficile d'être optimiste lorsqu'il rédige le texte qui est publié en 1945 sous le titre « À l'échelle humaine ». Et pourtant, il écrit, je le cite, « L'œuvre juste et nécessaire s'accomplira ». On est à la fin 1941. Les dictatures campées sur l'Europe passeront. Pourquoi la race humaine, pourquoi la nation française se monterait-elle indigne dans l'avenir de ce qu'elles ont accompli dans le passé?
La race humaine a créé la sagesse. La science et l'art, pourquoi serait-elle impuissante à créer la justice, la fraternité et la paix? Ne pensez-vous pas que cette phrase est toujours d'actualité? Alors, s'il faut s'armer en 2025, c'est d'optimisme, comprendre, vouloir et agir pour la France et pour Gonesse. Voilà le mot d'ordre pour 2025. Bonne année, donc, 2025. Je demande à l'ensemble des élus du conseil municipal de me rejoindre sur vos applaudissements pour la photo des vœux. Et évidemment, la lumière va apparaître et le buffet est juste derrière vous.